Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Balade de cerveau. Je fais un épisode aujourd'hui sur le traitement émotionnel dans les transitions de vie. Ça suit un peu une série d'épisodes où j'ai déjà fait plusieurs épisodes. Je crois qu'on a parlé du deuil. J'ai donné aussi 2 outils pour gagner en clarté, pour savoir exactement où vous êtes dans votre transition de vie. Là, actuellement, je fais un épisode de mon lit. Parce que moi aussi, je suis en transition de vie. Actuellement, je viens de faire ma première nuit dans ma nouvelle coloc, où j'ai dormi avec un gecko dans la chambre. Enfin bref, ça n'a aucun sens. On va attaquer tout de suite parce que j'ai plein de choses à dire. Surtout que là, il est vendredi 11h. L'épisode doit sortir dans 1 heure. C'est catastrophique. Catastrophique, mais tant qu'on fait les choses, c'est déjà pas mal. Du coup, voilà, transition de vie, que ça soit professionnel, une rupture, un déménagement, une maladie, un burn-out. C'est normal qu'on soit pas juste chamboulé. En fait, il se passe plein de choses à l'intérieur parce que il y a toute une reprogrammation interne complète. Notre système nerveux, il est chamboulé, etc. Et donc ça vient changer tout notre référentiel interne, notre perception de nous-mêmes, notre perception du monde. Donc voilà, on va parler un petit peu plus de ce qui se passe en nous pendant ces périodes-là, pour juste mieux comprendre, reprendre la main peut-être sur ce qui se passe, et puis peut-être actionner des bons leviers psychologiques, cognitifs, émotionnels ou des actions à faire pendant cette période-là. On va voir pourquoi les émotions, elles sont amplifiées quand on est en transition de vie. Pourquoi comprendre plutôt qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là en profondeur et comment notre système nerveux il réagit concrètement. Et ensuite, je vous ai posé une série de questions sur Instagram hier, pendant que j'étais en train de conduire pour déménager. Et donc, je vais répondre aussi à quelques questions qui ont été posées, qui sont notamment comment faire de l'espace mental pour pas tout mélanger lorsqu'on est en transition. À quel moment est-ce qu'on s'arrête sur une émotion pendant qu'on est en transition? Comment combiner les émotions fortes et les transitions? Mais ça, je vais plutôt y répondre en fait dans les 3 parties que j'ai dit juste avant. Des conseils, des tips pour se recentrer dans cette période. Je perds ma voix là. Pourtant, je suis réveillée depuis longtemps, mais je perds déjà ma voix. En plus, j'ai pas d'eau là. J'ai pas d'eau pour cet épisode. Je sais pas comment je vais faire. Et la dernière question, pardon, c'était tu fais quoi quand la priorité c'est un peu le feu de l'action, quand tu dois vraiment être en mouvement dans ta transition, mais que tu as tout un état émotionnel un petit peu qui est chamboulé. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on va voir dans cet épisode. Je vous laisse écouter la suite si ça vous intéresse. Et on commence premièrement. Je filme en même temps l'épisode. Je sais pas quand est-ce que je vais le sortir sur YouTube, mais c'est hilarant. Je suis dans mon lit. Ça n'a aucun sens. Trop hâte que ce soit aux premières vidéos YouTube où du coup je suis dans mon plumard. Pourquoi les émotions elles sont souvent fortes pendant des transitions de vie? En fait, on vit énormément de choses, il y a énormément de choses qui se bousculent à ce moment-là. C'est aussi parce que notre cerveau à ce moment-là, il perd temporairement sa capacité à prédire ce qui va se passer dans notre vie. Et donc, pour lui, vu qu'il n'arrive pas à prédire ce qui va se passer, il évalue ça comme un danger. En gros, faut voir le cerveau comme une machine à anticipation. Il adore passer son temps à imaginer, à deviner la suite des événements, à programmer ce qui va se passer demain ou dans le futur, pour nous éviter un petit peu à recalculer en permanence, à devoir s'adapter, etc. C'est un peu grâce à cette fonction du cerveau que tous les matins, tu sais où tu dois prendre ton dentifrice pour te laver les dents, parce qu'il est toujours posé à la même chose. Mais je perds ma voix là. Ok. Donc voilà. Mais il faut voir qu'en transition, il y a tous tes repères qui vont être chamboulés. Et donc, ton cerveau, il va plus avoir de repères, de scénarios fiables sur lesquels se reposer. Voilà. Il va potentiellement rentrer en erreur de prédiction. Ça veut dire que ce qu'il va prédire ne va pas se passer. Ce qu'il attendait normalement ne va pas se passer. Et donc, il va être en alerte. Et quand il est en alerte, il va t'envoyer des émotions qui sont fortes. Voilà. Concrètement, ce qui se passe en 4 étapes, c'est que tu vas avoir un événement inattendu, ambigu, flou ou
que tu n'avais pas forcément imaginé, parce que c'est lié à un contexte nouveau, parce que y a une rupture dans la routine que tu avais avant, parce qu'il y a une situation qui est floue en général. Et donc, deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, il va tenter de prédire ce qui va suivre. Il va tenter de prédire ce qui va suivre par rapport à ce qu'il a connu avant, par rapport à tes anciens schémas du passé. Et potentiellement, ce qui est souvent la majorité des cas en transition, c'est que la troisième étape, c'est qu'il va y avoir un échec de prédiction. Tout ce que tu as prévu qui allait se passer ne va pas se passer. Et donc là, ton cortex, le cortex de ton cerveau, il va t'envoyer un signal de danger, d'erreur. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que en quatrième étape, tu as l'activation de l'amygdale qui va déclencher une alerte émotionnelle à l'intérieur de toi. Et donc, potentiellement, tu peux avoir une montée d'angoisse, de la colère, de la confusion, bref, tout un tas d'émotions et de sensations qui vont arriver par rapport à ce qui vient de se passer. Moi, je te donne un exemple concret qui n'est pas choisi comme ça au hasard, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu ce mois-ci. J'ai quitté mon CDI, ok ? J'ai déménagé aussi en même temps. J'ai quitté une région, je suis partie m'installer à 1000 km d'où je suis pour rejoindre un co-living d'entrepreneurs. Donc je suis passée d'un logement seul à un co-living d'entrepreneurs, à être 100% dans mon business, à déménager toute ma vie, etc. Donc plutôt une transition importante dans ma vie. Et donc ce que j'ai projeté, vu que je savais pas ce qui allait se passer dans ma vie, j'ai projeté que j'allais trouver un espace dynamique, un endroit stimulant, entouré de gens qui me comprennent et une nouvelle stabilité, parce que ça faisait déjà 2 mois que j'étais en instabilité, parce que j'avais mis ma démission, je savais pas quoi faire. Donc voilà, j'étais déjà en instabilité émotionnelle et matérielle, et donc je me suis dit, ok, on est sur la fin normalement de la transition, les choix ont été pris, et donc je vais prédire un petit peu ce qui va se passer. Donc je vais me retrouver dans cet espace-là, cet environnement-là. Mais quand je suis arrivée dans ma coloc, début juillet, déjà tous les gens qui étaient là sont partis. Et je me suis retrouvée à nettoyer le bazar un peu des autres. Il y avait des poubelles à sortir, il y avait des objets qui étaient cassés, j'ai dû faire le ménage, il y avait des souris dans le placard de la cuisine. Bref, tout plein de trucs que je n'avais pas prévu parce que je pensais justement enfin me poser. Et en plus, je suis restée seule pendant plusieurs jours. Et quelques temps après, on m'a annoncé que la coloc se terminait à la fin du mois et qu'il fallait trouver autre chose. Donc, période d'instabilité. Et donc, forcément, tout ce que mon cerveau avait prédit, ça ne s'est pas passé. Donc, mon cerveau avait prédit A. Finalement, il s'est passé Z. Et donc, ça a généré en moi une erreur de prédiction. Ce que mon cerveau avait prédit était faux. Ce qui a expliqué que j'ai eu une réponse émotionnelle par rapport à ça. J'ai eu une frustration intense, je me suis questionnée, j'ai douté des choix que j'avais pris, j'ai eu de la colère, parce que j'avais un sentiment d'injustice, de non-sens par rapport à ma prédiction et par rapport à tout ce qui se passait. Une frustration intense, pourquoi ? Parce que du coup j'avais des attentes positives qui s'effondraient à ce moment-là, j'avais une désillusion par rapport à ma réalité, et j'avais en plus un sentiment de solitude, parce que j'ai eu un isolement imprévu. Bon après, je l'ai bien vécu quand même, mais voilà ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là. Putain, mais il est lourd ce micro. Ok. Ce qu'il faut retenir à ça... Putain, j'ai envie de m'allonger un peu plus dans mon lit. Voilà. Ce qu'il faut retenir un peu plus par rapport à ça, c'est que l'intensité émotionnelle ne vient pas seulement du fait que je suis trop sensible ou parce que, oh là là, c'est beaucoup. Nanana. En fait, il y a eu juste un décalage brutal entre ce que mon cerveau avait anticipé et ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie. Et le choc, il était vraiment, quand j'ai dit que c'était de A à Z, genre c'est vraiment... je n'avais même pas imaginé que ça pouvait se produire. Mais c'est super, ça fera des anecdotes à raconter maintenant que c'est vécu, genre c'est bon. Mais du coup, voilà, c'est ce décalage entre les deux situations que j'ai perçu comme une menace pour ma sécurité intérieure. Voilà. Ça, c'est l'exemple que je voulais te donner par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui vit le cerveau à ce moment-là dans ces périodes de transition ? Quand on vit une transition, c'est pas juste changer de situation. On va
on va rentrer dans un moment où tout notre système de référence mental, toutes nos configurations mentales doivent justement se reconfigurer. Pour ça crée forcément un gros bordel parce que notre cerveau, il adore particulièrement 3 choses. La première chose, c'est de classer. Il aime trop mettre des choses dans des cases parce que ça le sécurise. Il aime trop aussi prédire, deviner ce qui vient, deviner ce qui va se passer. C'est pour ça que la routine aussi fait du bien. Et la troisième chose, il adore aussi automatiser. Ça lui évite un petit peu de réfléchir, voilà, à chaque chose, etc. Et donc du coup, il y a moins d'efforts. Il y a moins d'efforts à faire. On peut se concentrer aussi sur autre chose. On peut mettre notre énergie sur autre chose. Donc pendant une transition, ces 3 choses-là n'existent plus. On peut plus classer, on peut plus prédire, on peut plus automatiser. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion d'effort et de difficulté dans ces périodes-là. Ce qui se passe concrètement dans le cerveau, c'est qu'il y a le cortex préfrontal qui nous aide justement à planifier normalement, à décider et à contrôler, qui est en surcharge. Il y a trop d'informations, il va essayer de recalculer tous les nouveaux paramètres, etc. Donc en gros, il a trop de boulot à ce moment-là. Et pendant ce temps, il y a le système limbique, qui est le centre un petit peu émotionnel, qui va prendre le relais. Parce que vu que lui, il a trop de boulot, les autres parties du cerveau vont venir l'aider. Putain, je te vulgarise ça d'une manière. C'est hilarant. Et du coup, à ce moment-là, il va activer une mémoire émotionnelle qui est un peu implicite. Il va chercher un peu dans ton passé des situations qui ressemblaient à ça, pour trouver un petit peu des repères, pour avoir un sentiment de contrôle et de contrôle. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est une reconfiguration identitaire. Tu dois un petit peu reconstruire ton rapport au monde, ton rapport aux autres, ton rôle, tes discours internes, tes habitudes, ton image de toi. Et donc, toute cette perte de contrôle va générer des émotions à l'intérieur de toi. Cette désorganisation cognitive de ton cerveau qui bug littéralement parce qu'il y a trop d'infos et les autres parties de ton cerveau prennent le relais alors que bon, factuellement c'est pas forcément et surtout qu'elle se base sur du flou parce que ça se base sur du passé alors que là c'est une nouvelle situation que tu as en face de toi. Et donc forcément t'as plus de repères stables, t'as une surcharge mentale. Souvent il peut y avoir aussi une menace de perdre des statuts. T'es plus la personne fiable à ton bureau, par exemple. T'es plus la mère parfaite. T'es plus la petite copine attentionnée. Et donc, tous ces rôles-là, ils vont partir. Et donc, du coup, ça te pose aussi une potentielle désorientation identitaire mais en fait, si je suis plus ça, je suis qui? Je n'ai plus de rôle d'identité sur quoi me raccrocher. Je te prends l'exemple dans une situation amoureuse. Par exemple, tu étais dans une longue relation amoureuse pendant des années. Donc, tu savais par exemple comment t'organiser au quotidien. Tu connaissais ton rôle. Je sais pas, t'étais la partenaire confidente. T'avais un repère affectif. Tu te projetais avec l'autre. T'avais des projets avec l'autre. Mais soudain, la rupture, elle annonce à ton cerveau que tu sais pas quelle place tu obtiens la oxytocine. Oula, on recommence, je rembobine. Ton cerveau, il ne sait pas exactement quelle place tu occupes mentalement et socialement. Qu'est-ce que tu vas faire le soir? À qui tu racontes ta journée? Qui tu es sans ce lien-là? Qui tu es toi en tant que personne? Peut-être que des fois aussi on se perd dans l'identité du couple. Et donc forcément, quand il y a une rupture, tu redeviens une personne seule. Et donc du coup, tu sais plus qui t'es. Et voilà, donc ton cerveau, ton cortex préfrontal, il doit tourner en boucle pour tourner des solutions B, trouver des plans B. Et donc du coup, ton système limbique, il va peut-être te balancer des souvenirs que tu as eu en boucle avec cette personne. Et donc ton identité, elle va flotter dans un flou total. D'où cette sensation de vide intérieur, ou de panique, ou de paralysie. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est pas juste d'être triste ou d'être feignant de changer de vie, parce que des fois on se dit putain je suis hyper feignante, j'ai du mal à être disciplinée, nanana. En fait, il y a un recalibrage complet de ton architecture mentale, émotionnelle aussi et identitaire. C'est 3 choses en même temps. Et ce processus,
ton cerveau, il va le vivre comme un moment de vulnérabilité hyper intense où il n'a pas encore de clarté sur quoi suivre dans ta nouvelle vie. Voilà. La troisième chose que je voulais aborder, c'est ton système nerveux et la transition, ce qu'ils font comprendre par rapport à ça. Et en fait, le système nerveux autonome, il régule tes fonctions automatiques de ton corps. Donc c'est lui qui fait la digestion, c'est lui qui fait le rythme cardiaque, c'est lui qui fait la respiration, les tensions musculaires. Pardon, je parlais trop fort du micro. J'espère que c'était pas désagréable. Du coup, le système nerveux autonome, il est régi par deux branches principales. Le système sympathique, on croit qu'il est sympa, mais en vrai, c'est plutôt celui qui met ton corps en mobilisation, en survie, en fuite aussi quand t'as peur, en lutte, en accélération. Et la deuxième branche, c'est le système nerveux parasympathique. C'est dans le système nerveux parasympathique, il y a encore deux branches. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit focus, parce que des fois, c'est un peu compliqué à comprendre. Il y a le vagal ventral, celui qui calme, celui qui est là pour la connexion sociale avec les autres, qui t'apporte un peu un sentiment de sécurité. Et il y a le vagal dorsal, qui va être plutôt lui dans le retrait, la dissociation, le figement. J'ai fait une recherche par rapport à ça. Il y a Stephen, je crois que ça se dit Porges, je suis pas sûre, qui lui a théorisé cette polyvagale en fait. Et donc, cette capacité de passer d'un état à un autre, ce qu'il a appelé du coup la flexibilité neurophysiologique. Voilà. Donc, je vous donne des infos comme ça, si vous avez envie de faire vos recherches par rapport à ça, vous pouvez. Et donc, on va expliquer rapidement ça. Le central, c'est le système nerveux central qui traite l'information du cerveau jusqu'à la moelle épinière. On dit autonome, pourquoi ? Parce qu'on ne contrôle pas consciemment, ça se fait de manière automatique dans le corps. Et le vagal, c'est lié au nerf vague. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du nerf vague. C'est celui qui innerve en fait les organes. Et donc forcément, il joue un rôle clé dans la régulation des émotions via le corps. C'est pour ça on dit que je sais pas si vous avez déjà vu sur des choses sur les réseaux sociaux de trois outils pour stimuler ton nerf vague. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est lui qui va venir calmer ton corps, tes organes et donc forcément ton émotion. Je te donne un exemple concret, toujours dans cette relation sentimentale là où on s'est fait quitter, où on a quitté et on est en transition de vie et on se sent un petit peu mal. Qu'est-ce que tu perds à ce moment-là ? Tu perds des routines, les petits gestes du quotidien, tu perds les marqueurs identitaires, j'étais la personne en couple. Tu vas avoir, tu perds aussi à ce moment-là ton sentiment de sécurité émotionnelle. Et donc ton système nerveux capte cette perte comme un danger vital pour toi. Même s'il n'y a pas de violence, même si votre rupture se passe bien, entre guillemets, bah ton corps il peut se figer. Il peut pleurer, il peut se contracter, il peut être épuisé. Peut-être même, moi je sais que ma dernière relation sentimentale, bon ça restait une rupture, mais en fait on s'est pas quitté en mauvais termes, on n'a pas été dans un conflit, on s'est pas crié dessus, etc. Et c'est vrai qu'au début je me disais mais comment je peux être aussi triste alors que ça se passe bien. Mais ça se passe bien justement, c'est ce qui explique là, ce que je dis là par rapport à tous ces systèmes nerveux et ce qui se passe aussi dans ta transition de vie qui est impliqué. Je sais qu'il y a une question qui demande des tips pour se recentrer, donc je les donnerai à la suite de l'épisode, un peu plus tard dans l'épisode, mais que ça pourra servir dans les tips un petit peu pour activer un peu ce nerf vague et donc justement s'apaiser un petit peu dans cette transition. Voilà, on va passer aux questions sur Instagram qu'on m'avait posées. Est-ce que je me relèverai pas un petit peu ? Parce qu'en plus, de base, je me filme. Déjà, je sais même pas si ça marche. Attendez, je vérifie. Ok, je vois rien avec le soleil. C'est pas grave. J'espère que ça fonctionne. Bon, on verra plus tard. Je verrai si ça peut être exploité ou pas. Alors, les questions sur Instagram, la première question qu'on m'a posée, c'est comment faire de l'espace mental pour pas tout mélanger lorsqu'on est en transition. Ça, c'est une question que j'ai gardée parce qu'elle est hyper intéressante. Et du coup, j'ai pensé à deux outils par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que quand on est en transition, déjà, notre cerveau, il a besoin de résoudre une situation.
En fait, des fois, on perd quelque chose. euh, on perd pas une seule chose, on perd plein de trucs. Il y a plein de choses et en même temps, on doit reconstruire un nouveau. Et en même temps, on doit accepter cette phase de flou. En vrai, c'est un petit peu complexe. Si ça t'intéresse de savoir, toi, dans quel un outil pour avoir plus de clarté, je sais que j'ai fait un autre épisode, pas sur le deuil, pas le dernier, mais celui d'avant. Donc, je t'invite à aller écouter. Et du coup, oui, on a besoin de résoudre notre situation, mais notre espace cognitif, tout ce qui se passe dans notre tête, c'est hyper encombré. De pensées parasites, de micro-doutes ou de doutes tout court. Et ça fait des boucles mentales. Souvent, il y a tout qui s'en mêle. Il y a l'ancien, il y a le nouveau. Il y a l'identité avec l'émotion. Enfin bref, c'est le bordel. Voilà. Et donc forcément, tout tourne en rond, tout se mélange dans notre tête. C'est ça qui fait qu'on manque de clarté aussi. Et donc là, je vais vous donner 2 outils qui ont été validés scientifiquement ou neuroscientifiquement pour fluidifier un peu le traitement mental. La première chose, c'est d'externaliser cette cognition, cette fonction cognitive. On peut l'appeler vider le bureau mental. Moi, je l'appelle des fois sortir les poubelles. Tout ce que je vais t'exposer là, je t'invite fortement, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite fortement à le faire avec un papier et un crayon. Tu vas poser sur papier tout ce qui tourne dans ta tête sans trier. Parce que l'objectif, c'est pas de résoudre là, mais c'est de désencombrer ta mémoire de travail. Vider, sortir les poubelles, voilà. Je t'ai appelé comme ça parce que vraiment, le but c'est juste de sortir les poubelles. Pourquoi utiliser un papier et un crayon? Ça change tout. Parce que des fois on me dit ouais, j'ai un peu la flemme, ou tu sais, moi au début quand j'allais pas bien et qu'on me donnait des trucs comme ça, j'étais en mode j'avais envie de dire mais tais-toi en fait, genre, pour être poli. Genre juste de d'écrire sur une feuille, ça va pas changer ma situation. Ouais, mais en fait c'est un petit exercice, plus un autre, et ça mis bout à bout, ça va te sortir de ta situation. Après, c'est toi qui te responsabilises, savoir si tu as envie d'accumuler, de garder ce brouillard mental et juste de ne rien faire et d'être dans la victimisation. Et c'est intéressant des fois pour juste accueillir ce qui se passe et être dans son émotion, mais il y a un moment donné, il faut que tu reprennes du pouvoir et de la responsabilisation là-dessus. Donc, ce que je te propose, c'est si tu as envie de te responsabiliser. Hop là. Pourquoi écrire avec un papier et un crayon? C'est intéressant plutôt que par exemple d'écrire sur son tel, d'écrire sur son ordi ou quoi. C'est un levier neurologique hyper intéressant. Premièrement, ça va activer des circuits neuronaux différents. L'écriture manuscrite, quand t'écris, ça va engager plus de zones de ton cerveau. Ça va engager ta motricité fine, ça va engager ta mémoire sémantique, ta visualisation, beaucoup plus que si tu t'écrivais sur un ordi en fait. Et donc forcément, si ça active plus de zones de ton cerveau, il y a un traitement plus profond et donc forcément une meilleure clarté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une décélération cognitive. Genre, tu vas ralentir ton rythme mental. Les pensées, ça va très très vite. Souvent, on n'arrive même pas à voir tout ce qu'on pense, etc. Et le fait de poser ça sur papier, déjà, ça va te permettre de ralentir, de prendre du recul. Tu vas organiser tes idées et surtout après, tu vas pouvoir te relire. Ça va te permettre en fait de créer un détachement. Tu vas sortir de toi-même. Tu vas en tout cas faire sortir les choses que tu as en toi de toi-même. Et donc forcément, ton cerveau, il va plus être là en mode à garder cette chose-là dans ta tête parce que tu l'auras écrit sur une feuille. Et forcément, ça va impliquer une diminution du stress subjectif de ta situation. Et la quatrième chose, c'est que ça va stimuler ton cortex préfrontal. Oh voilà, j'arrive pas à dire. Laissez-moi. J'arrive pas à dire. Ton cortex préfrontal. Voilà, en plus j'ai pas d'eau là. Là j'aurais bu une gourde entière là. Tellement j'ai soif. Ça va stimuler du coup cette zone qui est responsable du coup de ta prise de décision. Et ça va t'apporter du raisonnement, de la régulation émotionnelle et donc forcément moins de panique et plus de discernement. Voilà. C'est hilarant. Du coup, l'externalisation que je te disais tout à l'heure, là on était sur la question, j'ai fait un petit focus sur pourquoi le papier et le crayon, papier et stylo,
Ça change tout. Mais du coup, la question de base, c'était comment libérer l'espace mental pendant une transition. Et donc, le premier exercice, c'est de sortir les poubelles. Comment sortir les poubelles 10 minutes par jour, ou 1 minute déjà, c'est très bien, mais prends-toi un moment tous les jours. Ça peut être le matin, le soir, ça peut être les deux si tu as envie. Tu vas noter tout ce qui se dit dans ta tête. Toutes tes pensées, toutes tes peurs, toutes tes actions, tous tes doutes. Des fois, ça n'a aucun sens. Des fois, ça va être très focalisé sur ta transition. Des fois, ça va être juste, putain, faut que j'arrose les fleurs. Faut que j'achète du fromage de chèvre pour faire ma tarte. Ça peut être insignifiant comme ça. Vous jugez pas, juste sortez tout. C'est que s'il y a tout qui est emmêlé, c'est qu'il y a vraiment trop d'infos. Et juste de l'écrire, ça va faire du bien. Et après, ce que je vous propose par rapport à cet exercice, c'est une fois que tu as sorti toutes tes poubelles, dis-toi vraiment et encore. Et dès que tu as une pensée, tu l'écris. Et encore. 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 Jusqu'à arriver à un moment où vous allez être là en mode ça va être vide. Ou moins vide. Ou il va y avoir moins de pensées rapidement. Il faut vraiment atteindre ce point-là de putain, j'ai plus rien à écrire là. C'est bon, je crois que j'ai tout vidé. Et après, regardez votre liste. Et vous pouvez, si vous avez envie, la classer. Ok, quelles sont les pensées et jugements que j'ai eus? Par exemple, j'ai écrit, putain, je suis à la bourre pour rendre ça. Ok, faites une autre colonne en mode, quelle émotion j'ai ressenti? En fait, j'ai ressenti de l'anxiété et j'ai ressenti une sensation de tension dans ma nuque, etc. Ok, c'est quoi l'action possible par rapport à ça? Ok, il faut que je replanifie juste ce truc-là. Ok, il faut que j'envoie juste un message à un tel. Voilà. Une autre pensée, par exemple, je vous avais écrit si je fais ça, ils vont penser que je fuis. Si je quitte mon travail, ils vont penser que je fuis, par exemple. Du coup, l'émotion que je ressens à ce moment-là, je ressens de la tristesse, je ressens de la culpabilité. Peut-être que l'action possible pour me sortir de ça, ça peut être d'en parler à une personne de confiance. Tiens, je vais en parler à mon ami, ça va me faire du bien. Voilà, vous voyez, vous pouvez segmenter et ça va vous redonner une sensation de contrôle. Peut-être que vous n'allez pas trouver des actions possibles pour chaque chose, mais déjà le fait de tout écrire, de ranger ça dans des colonnes, de faire possiblement au moins une action de tout ce que vous avez écrit sur le fait de sortir des poubelles, vous allez reprendre une sensation de contrôle. Voilà. Il y a beaucoup de blocages aussi pendant une transition qui viennent du fait de mélanger plusieurs plans différents. Là, vous allez voir peut-être dans l'exercice juste avant. Parce que il y a une question quand il y a une question en transition de vie qui est très logique, derrière il y a aussi un problème ou une difficulté émotionnelle et identitaire. Et peut-être que si on prend un exemple, vous avez reçu une proposition pour un nouveau travail. Ok, mais je dois répondre à cette proposition pour cette reconversion pro. Pourquoi j'arrive pas à me décider? Peut-être qu'il y a cet exercice de peser les avantages, les inconvénients qui peut vous aider à prendre une potentielle décision. Mais si vous n'y arrivez pas quand même, c'est que votre cerveau, il est figé parce qu'il perçoit une menace identitaire derrière ça. Et si je me plante? Et si je suis pas légitime? Et si je renonce à une sécurité que j'ai mis 10 ans à construire? Vous voyez, il y a plein de choses derrière qui vous bloquent pour passer à l'action. Et peut-être que là, dans cette situation-là, ça serait intéressant de se dire, est-ce que j'ai un vrai problème logique à résoudre? Non, en fait, j'ai les compétences pour répondre à cette reconversion professionnelle. Est-ce que derrière, il n'y a pas une peur, un doute, une image de moi qui est bousculée? Je vous le donne en mille, normalement oui. Mais essayez de chercher exactement, de mettre le doigt sur quelle peur exactement, quel doute exactement, quelle image de vous exactement. Parce que là, vous allez chercher une réponse logique ou dans votre tête, alors que c'est plutôt votre cœur, votre identité, votre ego qui sont touchés. Et donc là, il y a un travail d'introspection intense à aller faire par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être des questions... bien sûr, ça peut être creusé en coaching avec moi pendant plusieurs séances, etc. Mais... vous pouvez en tout cas chercher par rapport à ça. J'avance un petit peu, ça fait combien de temps que je parle? Bientôt 30 minutes, il est 11h30, faut que je sorte l'épisode dans 30 minutes. Parfait. On était rendu où?
Tu fais quoi? La question, tu fais quoi en priorité quand t'es dans le feu de l'action, là? Quand t'es dans ta transition, là, et que t'as plein d'émotions, tu fais quoi en priorité, etc. Bah, déjà, première étape, pour moi, en tout cas, c'est de revenir à son corps. Parce qu'avant de réfléchir, il y a besoin de réguler un petit peu. Tu peux pas... en fait, ton cerveau, il tourne en boucle. Euh, tu, tu veux faire des actions, mais en fait, ton corps, il est déjà en alerte. Donc, en fait, tu vas pas potentiellement pas prendre les bonnes décisions. Donc, d'abord, revenir au corps. Même si ça dure pas longtemps, même si vous avez que 5 minutes, même si vous êtes en voiture et vous avez plein de trucs à faire et des rendez-vous et des machins. Juste, je pense que vous avez le temps de revenir au corps. Peut-être 1 minute, 3 minutes dans la voiture. Peu importe où vous êtes. Donc ça peut être de faire tout ce qui est exercice de respiration, qui est encore une fois très basique, mais qui va te permettre de stimuler ton système nerveux parasympathique. Et donc là, tu peux faire des respirations lentes, 4 secondes, 6 secondes, tu peux faire de la cohérence cardiaque, tu peux faire des respirations avec rétention aussi. Inspirer, quand t'es au max, tu t'inspires encore. Je le fais avec vous, ça me fait trop rire. Tu peux bloquer aussi. Bloquer, ça permet tout de suite de faire redescendre la pression interne. Voilà, et tu fais des exercices de respiration. Tu peux boire de l'eau, tu peux marcher en conscience, tu peux sentir tes pieds sur le sol, l'air sur ta peau. Voilà, tu reviens au corps et aux éléments qui t'entourent. Ça va éviter d'être dans un état de pensée, de décision, d'action, et juste d'accueillir le corps et de venir stimuler ton système nerveux parasympathique. Et ensuite, tu fais le tri. Une fois que tu es revenu à toi, tu peux clarifier ce qui dépend de toi maintenant. Quelle est l'urgence là? Quelle est la priorité? Ok, je fais une action sur en priorité. Si tu as la possibilité peut-être d'écrire, tu peux utiliser la matrice des Eisenhower pour juste dégager tes vraies priorités. Je vous laisse aller rechercher. C'est une matrice 4 cases où il y a écrit important, pas important, urgent, pas urgent. Et en fait, pose tout ce que tu as en tête dans cette liste-là. Si t'es dans le feu de l'action et t'as vraiment beaucoup de choses opérationnelles à faire, bah voilà, ça peut t'aider déjà à trier les 3/4 et à garder uniquement les actions qui sont urgentes et importantes à faire maintenant. Voilà. Il y avait une autre question aussi, à quel moment tu t'arrêtes sur tes émotions pendant une transition? Bah déjà, si tu as une situation qui est bloquante, c'est possiblement que tu as une émotion résiduelle. Tu as une émotion qui demande à être écoutée. S'il y a une émotion qui est en alerte qui t'empêche, ou plutôt qui t'impose de t'arrêter, c'est que ton cerveau, il l'a pas digéré. Elle est là, ton émotion. Elle te signale qu'il y a une donnée que t'as pas traitée, il y a une info que t'as pas, il y a quelque chose que t'as pas encore accueilli. 3 signaux peut-être pour repérer une émotion. Peut-être que t'as déjà accueilli l'émotion, mais en fait t'as changé des choses dans ta vie, mais en fait t'as toujours une émotion qui revient. Bah si elle revient, c'est possiblement que tu l'as pas accueillie ou pas assez accueillie. Ça peut être que si tu ressens de la peur pour ton avenir professionnel, alors que t'as tranché d'être dans cette voie-là, allez, je change de voie, je vais là-bas, mais t'as toujours cette peur, et bah peut-être qu'il y a une mémoire du passé, et pas forcément un danger du futur ou du présent, et il y a quand même cette émotion qui est là et qui demande à être écoutée. Peut-être que ton émotion, ton comportement plutôt, il ne colle pas au discours que tu te fais. Si tu dis que tout va bien, mais que tu t'énerves, que tu pleures, bah c'est que ton corps, à ce moment-là, il parle pour toi. Et possiblement, l'émotion, même c'est sûr, l'émotion, elle n'est pas intégrée, elle n'a pas été accueillie à 100%. Donc, elle demande à être écoutée. Tu ressens peut-être un malaise diffus sans comprendre vraiment pourquoi. Peut-être que tu as une sensation de lourdeur, d'irritation, dans une discussion qui peut être anodine. Des fois, tu as une discussion avec quelqu'un, il n'y a rien forcément, et tu te sens irrité. Ben voilà, ça, c'est souvent un message implicite il y a une valeur peut-être qui est non respectée, peut-être qu'il y a une sensation, un sentiment d'injustice, il y a un non-dit. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que ça te génère une émotion. Donc ça, c'est des signaux à repérer, qui vous montrent qu'il y a une émotion sous-jacente qui arrive et qui est là et qui a besoin d'être digérée. Et la vraie question ici dans
à quel moment tu t'arrêtes sur une émotion pendant une transition, bah c'est plutôt quand tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, bah quand t'as ces signaux-là. C'est hyper simple peut-être, mais une émotion qui est figée, elle va perturber ton action. Et elle va t'épuiser, parce que du coup, elle va être là, 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 jusqu'à ce que tu l'écoutes. Si tu t'arrêtes pas, tu risques de prendre une mauvaise décision, de somatiser, de rejouer les mêmes boucles émotionnelles sans forcément t'en rendre compte. Donc, à quel moment t'arrêter sur une émotion pendant une transition? Bah, je dirais quand elle est là. Des fois, il y a souvent beaucoup, moi je le vois en coaching, on a peur de l'émotion, on pense que ça va nous envahir, on pense que ça va durer indéfiniment, etc. Elle dure indéfiniment si on ne l'écoute pas. Et c'est prendre ce temps. Quand est-ce qu'on s'arrête sur une émotion pendant la transition? Bah quand elle est là. Quand elle est là, c'est qu'il y a besoin d'être écoutée et il faut prendre 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutes pour l'écouter. Des tips pour se recentrer. Moi j'ai fait le truc comment là, je me suis mis des petits points. J'ai hyper chaud, j'ai soif, j'ai faim. J'ai vivement le fait. Déjà, faut que j'annule. Je sais plus où est la télécommande de la clim. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous donne des tips là pour le système nerveux qui est souvent en état d'alerte prolongé dans ces situations-là. Et comment on fait pour revenir à un état stable et du coup, je l'ai dit tout à l'heure, il faut activer un petit peu le système nerveux parasympathique. C'est un peu celui qui calme dans ces périodes-là. Donc, 3 outils. La première chose, ça va être d'activer une sécurité intérieure. Pour ça, on va stimuler, on va faire une stimulation vagale, donc du nerf vague. Le nerf vague, c'est un peu la télécommande naturelle du calme. Je crois qu'il prend sa zone dans le 10e nerf crânien. Et donc, quand on va l'activer, on va envoyer directement un message au corps de c'est bon, on peut sortir du système d'alerte, on peut se calmer. Et donc, pour ça, hyper simple, mais la respiration. Faire des expirations beaucoup plus longues que de l'inspiration. Par exemple, tu vas inspirer sur 4 secondes et tu vas expirer sur 6. Ça va redonner une sensation de calme dans ton corps. Tu peux fredonner, chanter, faire des gargarismes, enfin tout ce qui est vibration dans ton corps, ça va stimuler le nerf vague. En fait, moi je m'étais fait la réflexion que je me sentais mieux une fois que j'avais chanté dans la voiture, dans la maison, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est dingue, qu'est-ce qui fait que quand je chante, je me sens mieux? Et ben c'est exactement ça, ça stimule le nerf vague. Et donc forcément, ces micro-vibrations vont apporter un état de serein et d'apaisement. Ça peut être aussi tout ce qui est eau froide, mettre de l'eau froide sur son visage, sur le haut de sa poitrine. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de rentrer dans l'eau froide de l'océan, par exemple, et tout de suite vous avez pas une clarté mentale, mais waouh, vous êtes présent là. Bah, exactement, ça stimule en fait un relâchement rapide. Ça peut être de prendre une douche froide aussi, de faire couler de l'eau froide sur sa tête. Donc ça à utiliser quand votre corps il est en tension, quand vous sentez que vous n'arrivez plus à penser clairement, bah faites ça, ça va vous apaiser. Il y a aussi tout ce qui est focus additionnel dirigé, un peu revenir dans l'ici et le maintenant. Pour ça, c'est quand votre mental il va s'emballer, votre attention elle va partir dans un futur, elle va ressasser le passé. Vous allez ramener votre attention à votre environnement sensoriel. Ça va aider à activer le cortex préfrontal, j'arrive toujours pas à le dire. Bon, le cortex, voilà, je vais le dire comme ça, qui est le cerveau rationnel, n'importe quoi. Quelle option simple? Bah, par exemple, ça peut être de décrire précisément un objet devant vous. Ok, bah là, devant moi, j'ai un lustre, il est marron, il y a un abat-jour, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anneaux là pour le tenir. Au niveau vertical, il y en a 3 et il a des franges asymétriques. Voilà, bon bref, je vous ai fait... là, ça peut être la forme, ça peut être la texture, ça peut être la couleur, ça peut être compter les sons que tu entends, ça peut être ressentir les points de contact dans ton corps et dans ton environnement. En fait, c'est de la pleine conscience sensorielle.
Et ça va permettre de se reconnecter au présent et forcément de sortir de ces boucles mentales. Moi, je faisais un exercice de pleine conscience au centre de loisirs avec les enfants. Sur les doigts d'une main, en fait, tu dois nommer 5 choses que tu vois avec tes yeux. Bah là, je vois une armoire, une chaise de bureau, une clim, un trépied, un ordinateur. Bon, j'ai pas compté. Nomme 4 choses que tu peux toucher. Bah là, je touche le micro, l'ordinateur, le lit, l'oreiller et la couette. 3 choses que tu peux entendre. Bah là, j'entends le son de ma voix, les criquets dehors. Et le bruit de fond un peu pas de la clim, mais d'un truc à l'extérieur. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et vous faites ça, en fait, pour tous les sens. Enfin voilà. Je vais pas vous citer les 5 sens. Je pense que vous avez compris. Et après, il y a tout ce qui est mémoire épisodique inversée, qui peut te prouver un sentiment interne, qui peut en tout cas amener un sentiment interne de sécurité. L'hippocampe du cerveau, elle stocke des souvenirs précis de votre vie. Et donc, quand tu as une montée de stress, tu peux volontairement réactiver un souvenir de compétence ou de calme passé. Par exemple, moi, je vais vous donner quand j'étais un petit peu en stress de faire tout ce changement de vie, etc. Je me suis rappelé que en fait, j'avais déjà eu plein de changements de vie, que j'étais partie seule à l'autre bout du monde à 19 ans et que tout s'était bien passé. Et donc forcément, ces compétences-là que j'ai développées à ces moments-là, bah, je les ai encore dans ma vie. Et donc, je peux m'appuyer là-dessus pour me sentir bien. Et le fait de m'en souvenir, je me suis dit, en fait, je suis capable. C'est inconfortable ce que je ressens, mais je suis capable. C'est pas forcément de la pensée positive, c'est plutôt de la régulation mémorielle. Et donc, voilà, vous pouvez penser à un moment où vous avez traversé une situation incertaine et vous en êtes sorti, où vous remémorez une scène très précise avec des détails sensoriels, avec le lieu, la météo, les gestes, les ressentis. Et ça va donner une preuve intérieure à votre cerveau que vous savez faire et que forcément ça va diminuer cette menace qui est perçue. Voilà, donc en conclusion, une transition, c'est pas un moment où vous ressentez trop, où vous faites semblant, vous êtes un peu drama queen. C'est vraiment un moment où votre système entier, qui soit cognitif, émotionnel, corporel, identitaire, il va chercher à survivre, à s'adapter, à recréer du sens. Et donc forcément, ça demande des efforts et ça vient perturber plein de choses. Et les émotions, à ce moment-là, faut pas les voir comme un obstacle. C'est des signaux neurobiologiques très précises et elles sont hyper importantes. Il faut vraiment faire un travail de reconnexion à elles de manière à mieux traverser ou plus vite traverser les transitions de vie. En tout cas, ça aide beaucoup. Et le but, c'est pas de les maîtriser, c'est simplement de les comprendre et les accueillir parce qu'elles vous signalent des choses fondamentales. Elles veulent souvent vous préserver et elles peuvent vous aider en tout cas à faire des signaux pour repérer et savoir exactement comment réguler votre système nerveux pour reprendre un peu le pilote automatique, le pilote du coup, être le propre pilote plutôt. Je dis n'importe quoi. De ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, une émotion réussie, c'est plus forcément ne pas ressentir. Parce que pour moi, c'est illusoire, on ressentira des choses toute notre vie pour tout. C'est plutôt ressentir et avoir la clarté, à choisir avec lucidité, avancer avec flexibilité, avoir des outils pour nous aider dans cette période. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. En tout cas, moi je vous laisse, j'ai très soif et j'ai très faim. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.